Oui, est-ce que vous pouvez me citer, s'il vous plaît? Oui. Ah ouais, moi je dirais que... il y a le Nigeria et le Tchad, ouais, effectivement, les Tchad, ils sont partout. Ben ouais, c'est Non, ce que je voulais dire. J'aimerais qu'il me donne, en fait, d'accord, deux puissances régionales en Afrique de l'Ouest. Non, je donnerais pas deux, moi je dirais juste le Nigeria. Ok, je vous remercie. Alors, est-ce que vous étiez au courant que M. Dexter, il y a un retour sur votre micro, vous avez sûrement un retour avec un Bluetooth, donc il va falloir voilà, couper le 3 février 2026, d'accord, j'invite tout le monde à aller vérifier. Dans l'État fédéral de Kwara au Nigeria, il y a eu près de 200 morts. 200 morts le 3 février 2026. À Zamfara au Nigeria, il y a eu 50 morts. Il y a eu le décès même d'un général dans une zone encore au Nigeria, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Je parle de 200 morts, et sur un laps de temps, c'est-à-dire de 18 heures, je crois de 18 heures jusqu'en, je sais pas, jusqu'au au petit matin. D'accord? Et je parle du Nigeria. C'était le 3 février 2026. Personne n'en parle. Vous parlez, en fait, d'accord, de puissance militaire. Vous parlez de capacité de réaction, de réactivité. Je vous ai même donné encore d'autres. J'ai parlé des Zamfara, j'ai parlé même de généraux assassinés au Nigeria. Quelle était la capacité de réaction du Nigeria? 200, c'est pas une mince affaire. Hein. 200, c'est énorme. On parle de population civile. D'accord? Et vous allez vérifier. Donc, il faut faire attention quand vous parlez, en fait, d'accord, de militaire. Vous ne savez pas, je pense que vous jouez avec les mots, vous ne savez pas les réalités, en fait. Si vous voulez vous comparer à des standards, d'accord, occidentaux, je suis d'accord avec vous, parce qu'on n'a pas d'industrie militaire. Ça, c'est un fait. On n'a pas d'industrie militaire. Mais si on veut parler en termes, d'accord, de classement, et si vous avez, en fait, la réalité même de ce que c'est que la capacité militaire, parce que vous dites beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de mots qui ne sont pas vérifiés. Nous avons, effectivement, si on veut comparer aux standards occidentaux, nos armées ne sont pas des armées très fortes. On peut citer, par exemple, l'armée de l'Afrique du Sud, l'armée égyptienne, l'armée du Maroc, l'armée de l'Algérie. Oui, ces pays-là ont des capacités en termes militaires. Mais dans nos pays africains, que vous citez, ce ne sont pas les mêmes réalités. D'accord? Ce ne sont pas les mêmes réalités. Alors, vous aviez qualifié la situation au Mali comme un signe d'impuissance et d'aveu, d'accord, de faiblesse de cette armée. Vous aviez même évoqué aussi l'AES. Vous avez dit beaucoup de choses sur l'AES. Bon, on va commencer, on va aller point par point. Ah, je vais pas forcément vous rejoindre, monsieur Nsan, hein, là, sur ce truc, hein. Mais allez-y, allez-y. Non, j'ai le droit de réponse. Non, vous n'avez plus le droit de réponse parce que j'ai dit la même chose à monsieur Diopel. Il va falloir que monsieur Brony parle juste après monsieur Nsan, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Nsan. Monsieur Obosso, en fait, pour qu'on se comprenne, si vous permettez, hein, d'accord, monsieur Brony, Monsieur Brony, mes excuses, hein. J'aimerais bien, juste, si vous permettez, je suis curieux d'entendre Monsieur Dexter, juste rebondir sur ce que je viens de dire à l'instant. Je vous laisse débattre. Merci, Monsieur Brony, pour votre compréhension. Monsieur Dexter, je vous permets d'ouvrir votre micro, rebondissez juste sur ce que je viens de dire, et je vais aller assez profondément. Bon. Il y a Monsieur Black aussi qui attend en même temps. D'accord, monsieur Bosso. Après, je vais me muter, il n'y a pas de souci. Il y a monsieur, je sais pas, c'est comme s'il veut me refaire, c'est comme s'il veut, il y a un retour avec monsieur Black, là, s'il vous plaît. Bon, il y a monsieur qui est en train de me remettre en cause mon raisonnement. Il dit que c'est comme si je suis en train de tergiverser dans les mots. Ça m'a quand même fait rire. Monsieur Nsa, je pense que c'est ça. Votre raisonnement, c'est vrai que c'est une base logique, mais vous mélangez deux choses différentes. Ne confondez pas puissance militaire et gestion d'un événement violent ponctuel. Vous comprenez? Le Nigeria, pour moi, c'est effectivement considéré comme une puissance militaire régionale en Afrique de l'Ouest. Et parce que ça repose sur des critères structurels. Si vous remarquez que peut-être je fais de la répétition, ça n'engage que vous. Parce que moi, la capacité militaire, ça se résume sur le budget militaire élevé, l'armée nombreuse, capacité d'intervention dans la région. Donc, exemple, les opérations au sein de la CEDEAO dans des missions comme celle, comme Boko Haram. Mais un événement comme une attaque ayant causé beaucoup de victimes sur une nuit ne suffit pas à invalider cette capacité, monsieur. Mais pourquoi
Pourquoi? Parce que même une armée puissante ne peut pas empêcher totalement des attaques asymétriques ou des surprises dans un pays vaste et complexe. Les groupes armés utilisent justement la mobilité, la clandestinité, la rapidité pour contourner les forces régulières. Donc, votre raisonnement où il y a des morts, donc la capacité militaire est faible, c'est insuffisant. Pour moi, c'est insuffisant. Donc, apprenez à distinguer d'abord capacité de réaction globale et structurelle et échec de retard ponctuel de réponse sur un événement précis, tout simplement. Okay. Ça n'a pas de sens. Okay. Merci. Alors, en fait, je vous remercie parce que là, vous m'avez en fait rejoint. Vous voyez, j'ai fait exprès. Parce que votre argumentaire sur la faiblesse et l'incapacité de l'AES était dû à quoi? Cette attaque qui a eu lieu. Donc, vous parlez d'asymétrie. Non, attendez, on va aller tout doucement. C'est tellement vrai que... Non, mais attendez, on va aller tout doucement. Vous savez, on va aller tout doucement, Monsieur Bosso, on va aller tout doucement. Moi, je suis pas pressé. D'accord? Cette attaque-là, c'est une attaque qui a soupiré. Peut-être sauf si vous, Monsieur Dexter, vous étiez au courant. Vous parlez d'asymétrie, c'est une attaque. En fait, c'est pas une attaque d'une armée conventionnelle. L'Azawad, d'accord, du moins, le FLA, l'ancien MNLA, le FLA, d'accord, et le JNIM ne sont pas une armée conventionnelle. Même si vous voulez, même on peut mettre aussi les gens du Front Polisario. Ce n'est pas une armée conventionnelle. C'est une attaque, d'accord, mixte avec des terroristes. C'est pour cela qu'on parle d'asymétrie. Donc ça surprend tout le monde. Mais ça fait combien d'années le Nigeria, celle que vous citez comme puissance, lutte contre Boko Haram? Moi-même, j'avais même pas encore de poil sur le menton quand j'entendais parler de Boko Haram. Mais il y a toujours des morts. Donc, on va aller tout doucement. Vous avez parlé d'équipement, vous avez parlé de... Bon, allez, on va aller sur des éléments documentés parce que M. Bosso aime des sources. Monsieur, vous allez sur Global Fire Army. Le fameux Global Fire Army, cité par beaucoup de gens du bloc de l'Afrique de l'Ouest. Je veux parler de la Côte d'Ivoire et autres. Ils aimaient ça, les classements. Allez regarder les classements. C'est pas moi qui le dis. Sauf si, peut-être, le Mali a corrompu Global Fire Army, qui apparemment prend les mêmes points et les mêmes éléments que M. Dexter. Capacité d'intervention, les armes, tout ce qu'il faut. Et vous regardez dans la zone UEMOA, je précise, au-delà du Nigeria, quelle est la première armée? C'est le Mali. Donc, c'est un mensonge. C'est que le Mali a certainement corrompu Global Fire Army. Parce qu'on sait, moi, M. Obosso, vous le savez, en toute modestie, que j'interviens sur des plateaux télé. Et sur des plateaux télé, je parlais effectivement de ce classement de Global Fire Army qui était sorti, je crois, en octobre ou septembre. Donc, le Global Fire Index. Index. Non, oui, attendez, il y a le c'est Global Fire. C'est ça qui donne le classement. Et Global Fire. Ok, merci pour l'élément, mais sinon, en fait, je crois que le site, c'est Global Fire Army. Sauf si je me trompe. Mais si vous dites dans le classement, il y a le Global Fire Index. Merci pour moi. En fait, non, oui, j'ai compris, monsieur. J'ai compris. C'est gentil, c'est très gentil. Merci. Je suis là pour apprendre, hein. On ne peut pas tout savoir. Donc, je veux, juste rassurer, monsieur Dexter. Vous-même, en fait, vous avez pris votre propre couteau, d'accord, pour vous trancher. Il faut aller doucement dans cette affaire. Comme vous avez parlé en fait, d'accord, d'asymétrie, de guerre qui surprend. Donc, quand le Nigeria est surpris, ça n'enlève aucunement le statut, d'accord, de premier de la région, de la sous-région du Nigeria. Et toutes les grandes puissances se font surprendre, hein. Même Israël se fait surprendre. Mais à partir d'un seul élément, vous avez complètement descendu le Mali. Après, maintenant, je ne dis pas que le Mali, c'est une puissance militaire hors norme. Elle est en train de se construire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de critiques à faire. Mais vous, votre interprétation, elle est complètement erronée et je la mets à côté de la plaque. Maintenant, ce qui est intéressant ici, on agit avec des sources. Vous aviez dit ici devant tout le monde que l'AES n'a pas intervenu là-dedans. J'étais choqué de vous entendre. L'AES n'a pas intervenu. On va vous demander un élément de preuve. Vous allez vous baser peut-être sur un papier de RFI ou de France 24. Mais est-ce que vous-même vous êtes intéressé? Vous avez même dit ici devant tout le monde que l'AES n'a pas de centre de commandement intégré. Vous aviez dit que l'AES, devant tout le monde, que l'AES, d'accord, en tant que force militaire, n'a pas de centre de commandement intégré. Mais j'ai peur, cher monsieur. Bon, alors, le ministre Célestin, je crois c'est Célestin Simporé, qui était même au funérailles là, de monsieur Sadio Camara, qui a pris la parole. Il a pris la parole en tant que qui? Est-ce qu'il a pris la parole en tant que ministre de la Défense ou est-ce qu'il a pris la parole en tant que, d'accord, un représentant d'un centre de commandement intégré? C'est la question. Il faut aller regarder, monsieur. Donc, c'est une fausse information que vous voulez donner. Vous dites, en fait, vous avez dit devant tout le monde ici que l'AES n'a pas d'accord de centre de commandement intégré selon leur force. Deuxième élément, on va aller dans les faits. Monsieur Bosso, vous allez vérifier. Le représentant, monsieur Ramdan, le représentant des gens du FLA, dès l'attaque, au petit matin, il a lancé un message au pays de l'AES de ne point intervenir dans cette crise car elle est purement malienne. Et c'est sur un élément, c'est sur une coupure de presse. Il a demandé à ce que le Burkina, il a demandé à ce que le Niger n'intervienne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Burkina et le Niger, du moins le Burkina et le Niger, ont eu une assistance d'accord militaire aérienne.
Et c'est vérifié. Il y a un journaliste, monsieur Obosso, vous qui êtes journaliste, votre confrère, il s'appelle monsieur Abdoul Niang, qui est passé sur la télé ivoirienne, où les journalistes lui ont posé la question. Est-ce qu'il y a eu intervention, d'accord, il y a eu intervention des pays de l'AES? Il a dit oui. Si le Mali aussi d'Assimi dit oui, vous direz naturellement que ce sont des menteurs. Parce que l'AES n'a pas les capacités. Donc, qui dois-je croire? Dois-je croire Global Fire Index, qui dit que malgré que ces pays soient pauvres, désorganisés et impuissants, ont des capacités jusqu'à ce que le Mali soit la première puissance militaire de la zone UEMOA? Ou dois-je croire monsieur Dexter et tous ceux qui vont dans ce même sens, dans ce même corollaire? En fait, ce qui se passe au Mali, très cher Obosso, ça révèle beaucoup de choses. Ce matin, j'ai eu monsieur Nas, qui est venu aussi parler du cas de... Il a dit qu'il était impératif pour le Mali d'échanger avec l'Algérie. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Pourquoi? Est-ce que le Mali a l'obligation, pour avoir sa paix, de discuter avec l'Algérie? C'est-à-dire que la paix du Mali dépend du souhait, de la volonté de l'Algérie. Mais c'est grave ce que vous dites. C'est très grave ce que vous dites. Ça veut dire que le Mali, d'accord, n'a pas le choix si ce n'est que de discuter avec l'Algérie. Mais pourquoi? Est-ce que l'Algérie... Donc vous êtes en train de dire que les gens du FLA, vous êtes en train de dire, par rapport au Front Polisario, vous êtes en train de dire que tous ceux qui sont frustrés au Mali, contre ce pouvoir-là avec Assimi Goïta, ont trouvé refuge ou ont une force qui est l'Algérie. Mais pourquoi l'Algérie va s'immiscer contre ce régime malien? Quel est l'intérêt? Est-ce que l'accord d'Alger, c'est-à-dire que le Mali n'aura pas la paix, n'aura jamais la paix sans l'accord d'Alger? C'est quand même grave ce que vous dites. C'est quand même, moi je trouve ça grave comme propos. Donc la paix du Mali dépend du désirata de Tebboune. Et les personnes comme Yada Gali et compagnie, eux, ils ne sont pas blâmés, quoi. En fait, ce sont des personnes qui ne sont pas blâmées. Eux, ils ont une feuille de route. Et cette feuille de route est à suivre. Il faut négocier avec le GNIM. Mais c'est une folie. Franchement, je ne sais pas. Et même les journalistes français disent que depuis que la crise malienne a commencé, les terreaux ont fait jusqu'à 30 000 morts. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les médias, les médias français qui le disent. 30 000 morts depuis le début de la crise malienne. Vous imaginez la dinguerie? Vous imaginez? Et vous êtes là à faire des démonstrations à non point finir. Bon, dans ce cas-là, dites que la survie du Mali dépend de l'Algérie, et puis bon, voilà, basta. Les Maliens, allez vous allier à l'Algérie, et puis on n'en parle plus. Mais dans le principe, est-ce qu'un État peut abriter des terreaux? C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'un terreau peut tenir une république? De la même manière, vous faites des reproches à Assimi Goïta que c'était un voyou qui a quitté sa caserne, qui est venu prendre le pouvoir, mais vous acceptez aussi aujourd'hui que des terreaux aillent au sein d'une république. Je comprends pourquoi l'Afrique, quand on parle des damnés de la terre, on est vraiment les derniers. C'est-à-dire que vous trouvez un problème A quelque part, vous voulez prendre un problème B et C quelque part pour... Et c'est qu'en Afrique qu'on peut voir ça, accepter que des terreaux puissent tenir la république. C'est une honte, c'est une insulte pour les Maliens. Si vous n'avez aucune solution, vous pouvez, ou si vous n'aimez pas Assimi Goïta, je peux comprendre. Mais vous pouvez trouver d'autres solutions quand même claires, lisibles pour les Maliens. Moi, cette situation, je dis bien, je l'ai même dit en plateau télé, si tu permets, je vais chuter là, que ce coup c'est un coup d'État. Ce coup d'État, au début même j'avais dit c'est un coup d'État, beaucoup avaient dit c'était pas un coup d'État. Ce coup d'État là qui a été préparé minutieusement dans plein de pays en Afrique allait marcher. Et je le dis, je le soutiens mordicus. Si cette alliance avec l'Africa Corps n'était pas là, le pouvoir y tombait. C'est une réalité. Et ça, personne ne peut discuter. Je pense pas que dans des armées, comme le monsieur Dex est un expert, je ne pense pas que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, des militaires utilisent des manpads. Je ne pense pas. D'accord? Les missiles Stinger, je ne pense pas. Ouais. Des attaques coordonnées avec des drones. Non, mais je vais citer quand même les éléments. Comme c'est un expert, il va leur regarder les armes, et puis il va venir discuter. D'accord? Des Stinger avec des drones. Attends, les drones Orion, mon pays ne l'utilise pas. Parce que je suis de la Côte d'Ivoire, je suis pas malien. Des drones Orion, la Côte d'Ivoire ne l'utilise pas pour en même temps faire des attaques simultanées. D'accord? Des voitures béliers avec des tonnes d'explosifs dans le dos, on ne connaît pas ça chez nous en Côte d'Ivoire. Mais comme lui, il est un expert, d'accord? Il va nous expliquer comment nos soldats utilisent des manpads, des Stingers et autres. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nsan. Finalement, ils vont vous répondre. Mais avant qu'on vous réponde, hein, parce qu'ils auront leur droit de réponse, on va laisser Monsieur Brony quand même parler. Il est là depuis un moment, il parle pas. Ah oui, je m'excuse, Monsieur Brony. Mais ça le mérite d'être clair. Hein. Ça le mérite d'être clair, en tout cas. Et donc là, le temps est lancé. Les amis, préparez-vous. Je peux rapidement après, Monsieur Obosso? Parce que je vais... Oui, c'est Monsieur Black après. Juste après Monsieur Brony, c'est vous qui allez réagir. Allez-y, Monsieur Brony. C'est à vous. Non, moi, je voulais revenir sur la frontière Algérie-malienne.
Ouais, voilà. Ben, déjà de une, nous, quand l'Algérie, quand Monsieur Abdelmadjid Tebboune a demandé un dialogue, c'est tout simplement pour voir ce que peut faire l'Algérie avec le Mali pour essayer de sécuriser tout ce qui est la partie frontalière, sachant que c'est une partie parce que j'entends beaucoup de Maliens dire que oui, l'Algérie, les terroristes partent en Algérie, reviennent, mais le problème il est pas là. Le problème il est que s'il n'y a pas peu ou pas de route, il y a des zones sans village, il y a ni infrastructure des deux côtés, niveau frontalier. Et dans ce type d'environnement, tout le monde sait qu'il est presque impossible de surveiller tout en continu. Pratiquement plus de des milliers de kilomètres, c'est vraiment c'est impossible. C'est pratiquement impossible. C'est possible, mais c'est s'il y a une coordination des deux forces armées, tout simplement. Et voilà, on a affaire à une frontière qui est voilà, c'est vrai qu'il y a des groupes armés qui passent, il y a des groupes séparatistes, il y a vraiment tout qui passe. Il y a du trafic, et c'est pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier quoi. Après voilà, il y a aussi une difficulté qui est militaire et logistique, tout le monde le sait ça, à travers ces frontières-là. C'est super dur pour l'Algérie de c'est super dur pour l'Algérie, tout ce qui est en logistique, militaire, tout ça, comme pour le Mali. Ça, voilà, voilà, je vais faire une conclusion simple, c'est que voilà, on est dans un désert immense et vide, on a des populations qui sont mobiles depuis longtemps, on a des groupes armés qui l'utilisent, et il y a les moyens de contrôle, ils sont très compliqués à déployer, tout simplement. Après, voilà, s'il y a une coordination, parce que là, on a Monsieur Abdelmadjid Tebboune qui l'a dit au journal télévisé, je pense que c'est hier ou avant-hier, qu'il a dit, il voudrait un dialogue avec les autorités maliennes. Mais voilà, les autorités maliennes ne veulent pas discuter. Et après, comme il a dit, c'est tout à leur droit, c'est leur pays, ils décident ce qu'ils veulent. Et voilà, nous, en tant qu'Algériens et les autres Algériens ne peuvent que respecter leurs droits, Oui. tout simplement. Voilà tout ce que j'ai à dire. Et, excusez-moi vraiment, sans vous faire mal, mais quelle est la pertinence de cette intervention? Peut-être que j'ai pas suivi un truc. Il y a un truc qui, j'ai pas compris trop. Non, moi, je suis passé vous avez répondu directement à gagner sa liberté ou perdre son avenir, c'est ça? Et vous avez fait cette gagnée de liberté vous avez fait une relation avec l'Algérie? Parce que sincèrement, j'arrive pas à comprendre. Non, en fait, j'ai compris ce que vous avez dit, mais j'arrive pas à faire la notion. Non, en fait, voilà, je répondais aux Maliens qui disaient que voilà que le terroriste, c'est nous qu'on l'envoie. Je répondais de façon pertinente à ça, tout simplement. D'accord, ah oui, vous répondez encore à autre chose, ouais. Ouais, je comprends. Ouais, exactement. Je comprends. Ouais, vous m'excusez parce que à un moment donné, je me suis dit, mais de quoi on parle? On est parti dans tous les sens. Non. Ok, bon, écoutez. Après, voilà, écoutez. Voilà, je en revenais juste à ça. Ouais, merci beaucoup. Il y a une motion du professeur du docteur oh docteur, ça va chauffer là. Ça va chauffer. Vous êtes averti. Monsieur Nsane, mettez le scaphandre parce que ça peut chauffer. Mais normalement, il est avec vous. Mais avant le docteur, c'est monsieur Black la brigade. Attendez. Avant le docteur, c'est monsieur Black la brigade parce que lui, il risque de partir. Il va partir. Allez-y, monsieur Black la brigade. Allez-y. Voilà. Ok. Moi, je suis à peu près d'accord avec ce que dit Dexter. Je vois que lui n'est pas dans une idéologie, contrairement à ceux qui sont intervenus, par exemple les Maliens qui sont montés. J'ai même l'impression qu'il est plus malien que certains Maliens qui sont montés dans sa description en fait de la situation. Là où il pouvait battre en fait tout ce qu'a dit Monsieur Nsane en brèche, il faut savoir Monsieur Obosso que par exemple pour l'attaque de Sévaré, parce qu'on parle Sévaré qui était le point stratégique. Il y a de la population qui a prévenu les autorités. Il y a des influenceurs entre guillemets qui sont pro gouvernement qui ont aussi prévenu les autorités. Depuis l'attaque a eu lieu samedi. Le gouvernement qu'il y a des terreaux qui se préparent à attaquer un endroit stratégique du Mali.
un endroit très très stratégique du Mali, et que cette attaque ait lieu, et que cette attaque ne puisse pas en fait être parée avant même qu'elle ait lieu. Alors qu'on parle d'une guerre asymétrique, et dans une guerre asymétrique, la première chose qu'il faut, c'est le renseignement. Donc là, il y a une défaillance totale. Vous pouvez avoir une idéologie, soutenir ou ne pas soutenir. Il faut dire la réalité. Il y a une défaillance totale. C'est pas une question d'autre chose. Maintenant, les gens qui font une comparaison, par exemple, au niveau on parlait du Global Fire Index, mais j'espère que ceux qui valident le Global Fire Index le valident pour les 3 pays, parce que on dit que le Burkina est en train de se surarmer. Bizarrement, le Burkina chute, et même, je crois, est derrière même la Côte d'Ivoire sur ce même Global Fire Index. Donc, il faudrait savoir où est placée la réalité, parce que d'après ce qu'on dit, le Burkina est en train de se surarmer et en capacité de répondre en fait au terreau sur son sol, malgré que le Global Terrorist Index le positionne en tant que 2e pays en termes d'attaque et de mortalité de terreau dans le monde. Donc c'est paradoxal. Maintenant, Monsieur Obosso, vous vous souvenez, on avait parlé de Kidal il y a pas très longtemps. D'ailleurs, il y avait monsieur le docteur qui voulait venir me contredire, et je vous avais donné la réalité de Kidal. Et certaines personnes étaient montées en disant non, c'est pas ci, c'est pas ça, Kidal est sous contrôle. On a bien vu ce qui s'est passé après à Kidal. En fait, le problème, c'est que des gens parlent du Nord sans maîtriser ne serait-ce que même 1 kilomètre carré dans cette zone-là, et de connaître en fait vraiment le contexte en fait de cette zone-là. Les gens parlent déjà de Kidal. Kidal, la ville même, c'est un peu moins de 10 000 kilomètres carrés. Si on prend la région, c'est 151 000 kilomètres carrés. L'armée malienne, c'est 45 000 hommes pour un territoire qui fait 1 241 000 kilomètres carrés. Vous avez beau acheter toutes les armes du monde, 45 000 hommes pour un territoire qui fait 1 241 000 kilomètres carrés, ce n'est pas possible, ce n'est pas viable. D'où le fait que des gens vous disent que la solution malienne ne passera pas que par le Mali. Le Mali est un pays enclavé et fait frontière avec 7 pays. Donc il y a un moment ou l'autre, au lieu d'activer les pays autour, si le Mali ne se met pas en concordance avec certains pays, et surtout les pays qui sont concernés par cette zone-là, parce que quand on parle du nord et du sud, forcément on va parler de la Mauritanie, on a une frontière qui fait plus de 2200 kilomètres de frontière, et l'Algérie aussi, qui est aussi une des plus grosses frontières au niveau du Mali. Donc forcément oui, il y a un moment, la sécurité de cette zone-là passera aussi par une certaine coalition avec ces pays-là. Donc de ce côté-là, il faut pas nier cette réalité-là. Maintenant, dans les pays, on sait très bien, il n'y a pas d'histoire d'amis, il n'y a que des intérêts. Maintenant, il faut des intérêts concordants. Et les intérêts concordants, ils sont là. On prend l'exemple du fait que déjà, l'Algérie n'a aucun intérêt à avoir un État sécessionniste à ses frontières, parce qu'il y a les mêmes relents qui sont chez eux, et ça serait plutôt dramatique pour eux d'avoir ce genre d'État à ce niveau-là. Donc, ils n'ont pas intérêt que ceux qui revendiquent le FLA revendiquent leur indépendance, puisque ça serait très mauvais pour eux. Ensuite, les gens oublient qu'il y a aussi des intérêts économiques de l'Algérie. L'Algérie n'a pas intérêt en fait que cette zone-là soit instable, parce qu'on parle du gazoduc transsahélien, qui est un gazoduc qui part du Nigeria, qui serait le producteur et le vendeur, et qui traverserait le Niger et qui irait jusqu'à l'Algérie pour aller fournir l'Europe, et qui est un tracé direct. Mais de l'autre côté, ils ont une concurrence avec le Maroc, qui veut faire un gazoduc qui traverserait environ 11 pays, et qui a, on va dire, les faveurs de la CEDEAO, parce que peut-être qu'ils ont leur intérêt aussi à l'intérieur. Alors, il a dû recevoir un appel, je pense. Si je ne me trompe pas. Non, il est de retour, monsieur Bosso, je pense. Oui, parce que il a été coupé. J'entends plus, monsieur Black. Monsieur Hansen, je peux vous laisser le panel 20 minutes? Juste, j'ai une petite urgence de 20 minutes. Donc, en fait, à part les terreaux et à part ceux qui veulent appeler. 20 minutes, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Ok. Je reviens tout de suite, oui. Allez-y, continuez. Moi, je vous écoute, hein. C'est juste, je suis indispo 20 minutes. Mais allez-y, c'est monsieur Hansen qui prend le lead. Il a tous les pouvoirs. Ok. Je peux continuer? J'ai reçu un appel. Oui, allez-y. Ouais, ok. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt en fait au niveau de cette zone-là. Après, le vouloir aussi accabler le fait. Moi, je suis plutôt cartésien, donc je suis dans le factuel. Vouloir dire que le Mali n'a pas acheté plus d'armes, ça serait mentir, puisque c'est toujours, on va dire, 15% du budget national qui est consacré à l'armée, mais le budget en 2020
était moins élevé que le budget en 2026. Donc il y a eu des achats, il y a eu certaines nouvelles technologies qui sont rentrées en compte, qu'il n'y avait pas forcément auparavant. Et il y a un budget qui est passé, oui, je pense, il devait être de 350 milliards de francs CFA en 2020. Il doit être aujourd'hui à 536 milliards, si je me trompe pas, de francs CFA. Donc oui, il y a une augmentation. Mais comme auparavant, de 2019 à 2020, il y a eu plus de 25% d'augmentation sur le budget en fait pour l'armement. Mais on a bien vu ce que derrière ça a donné. Il y a de l'armement qui a été acheté, mais il y a aussi beaucoup de détournements. Et c'est là la réelle problématique du Mali. La problématique du Mali, non seulement est déjà institutionnelle, et aussi au niveau de l'armée qui n'est pas républicaine et qui est politisée. Donc à partir de ce moment-là, pour répondre à ces défis sécuritaires, en ayant ce genre d'instabilité, on ne pourra jamais y répondre parce que cette instabilité accentue la problématique qu'a le Mali. Parce que on nous parle par exemple des accords d'Alger en disant oui, c'est l'Algérie, ça arrange, mais je vous renvoie au pacte national de 92 du Mali qui est l'ancêtre des accords d'Alger, où ça reprend un peu ce qui est dit dans les accords d'Alger, mais même si au niveau des accords d'Alger c'est plus profond. Donc cette problématique déjà existe depuis avant et on avait tenté aussi les mêmes solutions, mais cet accord aussi n'était pas arrivé à son terme, on n'a pas été entièrement mis sur table. Donc forcément il y a une problématique. Pour ceux qui parlent des accords d'État-major, non, c'est des accords de cessez-le-feu. C'est des accords de cessez-le-feu comme sont les accords de Ouaga. Après il y a eu le pacte national de 92 et là c'est pareil. Après il y a eu l'accord de cessez-le-feu de Ouaga qui a donné après les accords de paix d'Alger. Donc il y a eu des discussions qui ont été tentées. Moi je pense que ces discussions ont été tentées avec les mauvais acteurs. C'est pour ça que cette solution n'a jamais été réglée et que je pense que tant qu'on utilisera aussi ces acteurs qui sont quasiment les mêmes à chaque fois, la situation ne se réglera pas puisque le problème est profond et ça ne règle pas le problème directement au niveau de la population. Donc c'était juste pour aiguiller par rapport à ça et pour aussi rapidement parce que tout à l'heure j'avais entendu malheureusement Monsieur Cuyo qui est descendu, qui nous parlait j'entendais des vols d'hydrocarbures d'Algérie au niveau du nord du Mali ou je ne sais quoi. Il faut comprendre que en 2007, il y a eu un contrat de la Sonatrach à travers une filiale de la Sonatrach qui est une entreprise 100% algérienne. Sur le bassin d'Aoudéni, c'était le bloc 20, c'était 118 000 kilomètres carrés sur ce bassin-là. Donc, il y avait aussi Eni à ce moment-là, qui est une entreprise italienne, et il y avait Total aussi. Ils ont fait de la prospection. Il n'y a aucun pétrole commercial qui a été fait derrière parce qu'ils n'ont rien trouvé. En fait, ils n'ont rien trouvé en termes de puits qui aurait pu être exploité de façon commerciale et de façon rentable. Donc c'est pour ça que la plupart en fait ont lâché l'affaire par rapport à ça et il y a eu aussi l'instabilité qui a créé aussi le fait que ça devenait pas aussi rentable pour eux parce qu'il fallait aussi augmenter la sécurité au niveau de ces recherches-là d'exploitation. Donc dire que soi-disant oui l'Algérie par la technique de la paille sans connaître en plus la géologie et la topographie en fait de cette zone-là au niveau de cette zone-là. Savoir que en dessous de cette zone-là, c'est comme si vous aviez la muraille de Chine. Dire que on prendrait du pétrole à la paille ou ce genre de choses, il faut arrêter ce genre de bêtises. Il y a de la potentialité dans le nord, il y a rien qui n'est confirmé et pourtant il y a eu des recherches depuis longtemps. Qu'on me parle encore de la région de Caille où il y a une réalité en termes de mines d'or, d'accord, mais de dire que Kidal, je ne sais pas quoi, ou alors qu'il y a que des orpailleurs clandestins et que ça continue, qui viennent du Niger, qui viennent de l'Algérie, qui viennent du Burkina, qui viennent de partout, qui viennent même des pays de l'AES pour faire de l'orpaillage clandestin dans cette zone-là, comme on peut le trouver aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc il y a un moment, il faut quand même être un peu plus, je pense, factuel et rester sur les faits et ne pas rentrer, ne pas parce qu'on épouse une idéologie ou qu'on l'épouse pas, vouloir faire des conclusions qui ne reflètent pas la réalité. Merci, Monsieur Henson. Je vous en prie, qui est le prochain, s'il vous plaît? C'est qui le prochain? Qui est censé prendre la parole? Moi, je vais faire une motion et laisser ma place, si vous permettez. Une motion, je laisse ma place. Allez-y, si vous permettez, Monsieur Henson. J'aimerais parler aussi. Très bien. Donc, je peux, Panthéon, vous permettez? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer l'intervention
majestueuse de Monsieur Ensan qui a permis de mettre à nu un peu l'analyse biaisée de notre ami Dexter, qui est complètement vraiment voilà, on va dire, c'est erroné. Je vais essayer d'être courtois. Et c'est qui me permet de rebondir un peu sur l'analyse qui s'appuie à peu près sur les mêmes argumentaires de notre frère Black, qui se permet de parler de la position malienne sans forcément aller au fond. Et moi, je me permets de parler puisque moi, je connais le nord du Mali. J'ai travaillé pour les Nations Unies pendant près de 2 ans, à Tombouctou précisément. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de me balader partout au nord du Mali sans aller jusqu'à Taoudeni, mais toute cette zone-là, je la connais. Je suis allé dans les zones où l'armée malienne n'avait pas foutu les pieds depuis plus de 10 ans, où même les Nations Unies avaient peur d'y aller, parce que j'ai la chance aussi d'être affilié à la tribu Kelansar. Moi, je suis Peul, je suis malien, je vis au Mali, mais j'ai des affinités et des parentés avec la tribu Kelansar. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la zone, savent ce qui est. Maintenant, en ce qui concerne les accords d'Alger, et votre positionnement est un peu, si je peux me permettre, est un peu condescendante à l'égard des autorités maliennes. Parce que quand on vous entend, on a l'impression que nous ne savons pas ce que nous faisons, nous signons des accords que nous n'arrivons pas à mettre en œuvre, etc., etc. C'est une manière de nous infantiliser. Et ça, c'est triste et c'est méconnaître l'histoire. Parce que lorsque les autorités en place sont arrivées, il y a eu quand même 2 grandes rencontres. Il n'a jamais été question de régler le problème par les armes. Les autorités algériennes ont été respectées jusqu'au bout, mais elles n'ont juste pas été à l'écoute des revendications maliennes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Il y a eu ce qu'on appelle les ANR, les Assises nationales de la refondation, où tout le monde a été invité pour discuter. Et il a été question, parce qu'il y avait un programme de suivi de processus de mise en œuvre des accords qui se faisait tous les mois. Une partie se faisait au Mali, et après on le faisait à Alger. La dernière fois où ça s'est fait à Alger, c'était après ce que les gens, ils ont appelé le coup d'État dans le coup d'État, et Choguel Kokala Maïga a demandé une application intelligente des accords d'Alger. Parce que ces accords aussi avaient montré leurs failles sur le terrain. Et comme quelqu'un l'a dit plus tôt sur le plateau, les accords, c'est 2 groupes ou 3 groupes qui le mettent en œuvre. Une partie ne respecte pas, il n'y a pas de réaction de l'Algérie, mais quand le Mali pose des actes ou alerte, il n'y a pas de résultat. À un moment donné, en pays responsable, puisqu'il s'agit du Mali, il ne s'agit pas des accords d'Alger pour l'Algérie, le Mali s'est assumé. Et quand le Mali s'est assumé, comme par magie, l'Algérie se réveille, oui, revenons aux accords. Alors que ça faisait 6-7 mois que le Mali appelait à une application intelligente. Mais après, à un moment donné, on s'est dit, bon, comme ce sont ces accords, exactement comme ça s'est passé au niveau de la CEDEAO, quand on vous parle, vous n'écoutez pas, nous connaissons nos intérêts en toute souveraineté, ce qui n'est pas un vrai mot, en totale adéquation avec la demande de nos autorités. Contrairement à ce que les gens y pensent, les militaires n'agissent pas seuls. Nous avons un Conseil national de transition et nous avons fait les Assises nationales de la refondation qui ont fait des recommandations claires. Nous avons eu le dialogue intermalien justement pour pouvoir permettre à tous les protagonistes de se parler et pour prendre des décisions claires et nettes. Et c'est sur cette base-là que les autorités ont décidé d'agir. Maintenant, si vous balayez tout ça d'un revers de la main, vous faites passer ces autorités pour des gens qui sont des militaires qui ne savent pas ce qu'ils font et que nous, autres populations maliennes, civiles, observateurs qui sommes là aujourd'hui, nous sommes des suivistes ou nous sommes des propagandistes, ça veut dire que vous avez une vision plus que colonialiste et plus que condescendante et vraiment triste de la situation. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire et je remercie l'ensemble des participants. Je m'arrête là et Ensan, je vous laisse la parole et je suis très heureux d'avoir quelqu'un de votre trempe sur ce panel et merci pour le temps de parole. Monsieur Diopel, vous dites ça parce qu'il va dans votre sens, hein. On dirait que vous n'êtes pas prêt vous aimez pas l'opposition. C'est dommage, ça. Hein, moi, je trouve que vous êtes assez réfléchi. Il faut de l'opposition, monsieur. Bien au contraire. C'est ça qui nourrit justement un débat, des échanges riches. Ben oui, il faut de l'opposition. Bien au contraire. Je ne suis pas d'accord. Obosso, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Oui. Mais je me battrai toujours pour qu'ils puissent le dire afin que je puisse leur apporter la contradiction. Ah ben écoutez, ça fait plaisir. Jusqu'à présent, je n'ai pas manqué de respect. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais ils ont le devoir aussi d'écouter ce qui se dit derrière. Ah, c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Et donc, je m'en vais. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien que je répète ce que Ensan le dit.
et je laisse la place à d'autres et j'espère qu'ils vont avoir des vrais arguments et qu'on pourra leur opposer nos arguments. Parce que ce qu'ils font en nous contredisant ne fait que nous renforcer. Moi, j'attends de voir quelqu'un qui va m'apporter un vrai argumentaire qui va Moi, je permettre suis de monté remettre en pour ça. question Je suis ce monté que je pour ça, dis et ce que je vis. Je suis monté pour ça. Alors, monsieur Diopel, je vais vous demander de patienter un Donc, peu, très ils vont bien. vous Donc, répondre. Il y en a qui sont là, ils vont pouvoir vous très bien. répondre. Bah, sinon, je pense que Insan, Hmm. parfait. D'accord. Parfait. Il n'y a pas de problème. Je reste alors. Merci Je reste, mais beaucoup. je Merci serai beaucoup. pour partir à midi. Merci beaucoup. Monsieur Hansen, vous voulez réagir ou on laisse le docteur Oui, 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 faire juste quelque une chose petite information Allez-y. parce qu'il y avait Monsieur Black qui a chuté, qui est tombé. Je ne sais pas, peut-être il est occupé. Hein. Non, je ne sais pas. Je pense qu'il doit être Non, occupé. non, il avait un rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait un Voilà, rendez-vous et qu'il Donc, devait voilà, c'est intervenir une pour dernière ça. fois. Parce qu'il avait quand même posé une question. Il a dit, en fait, dans le cas de mon l'exemple concernant le Nigeria, c'était pas les mêmes choses. Et il avait dit, dans le cas du Mali, beaucoup de personnes, effectivement, avaient donné des informations pour le cas de Kidal, par exemple, qu'il y aurait une attaque. Et il n'y a pas eu, en fait, de prise au sérieux de cette communication. Alors, il a dit, est-ce qu'au Nigeria, cela a été fait? Bah, tant mieux. Vous allez sur CGTN, d'accord, CCTN, d'accord, qui est la chaîne chinoise à l'international, qui est partie au Nigeria il y a un mois. Alors, moi, je vous avais dit, le 3 février 2026, en parlant de l'État fédéral de Kuala, il y a un mois, juste un mois. Nous sommes au mois d'avril, au Nigeria encore, il y a une centaine de morts dans le nord, et la télévision chinoise est partie faire une interview. Les populations se sont encore énervées. Vous avez l'image qui est là, hein. Je dis, allez-y, vous tapez Nigeria attaque, vous allez voir, ils disent que nous avons informé les forces, d'accord, les forces armées nigérianes, que ces gens-là opèrent dans cette zone. Ils n'ont pas pris au sérieux notre message. Il y a eu une centaine de morts. Centaines de morts. Bon, bizarrement, Monsieur Obosso, je pense qu'un jour, il faudra vous appuyer sur le cas nigérian, parce que les pays francophones n'aiment pas trop le Nigeria. On a l'impression que ce qui se passe au Nigeria est à part. On aime beaucoup citer beaucoup de pays, mais on s'intéresse pas à la première puissance militaire, bizarrement. Bon, voici l'information. En tout cas, si Monsieur Black nous entend, qu'il aille regarder cette information, parce qu'ici, on parle avec des sources. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, laissez-moi monsieur- quand même apporter des précisions par rapport à ce que monsieur Hansen vient de dire. Moi, j'ai été fouillé, monsieur Hansen. Alors, qu'est-ce que je vois qui est écrit? Les attaques survenues dans la soirée du 16 mars 2026, j'espère que c'est de ça que vous parlez, ont frappé des lieux publics très fréquentés, notamment un marché, les environs d'un bureau de poste et l'entrée de l'hôpital universitaire de Madougoury, faisant 23 morts et 108 blessés selon les autorités policières. 23 morts, quand même. Ah oui. Ah oui, donc, ouais. Je sais pas si c'est de ça que vous parlez. Non, c'est plus de que ça. Regardez ici. Regardez sur mon écran. Oui, mais vous parlez du même ou pas? Attendez, je vous mets en Non, grand. c'est pas du même, c'est pas du même. Parce que là, Vous parlez de il y en a- Maïdougouri, là. Ouais, voilà, c'est ça, Maïdougoury. Regardez là. Maïdougouri. Regardez là. Ceux qui ont, c'est même sur Instagram. Voilà. C'est de cette vidéo que je parle. D'accord, celui-là, je D'accord. le vois J'ai pas de son, hein. Mais vous allez regarder, vous Ouais. tapez, pour ceux qui ont truc, vous allez voir, c'est marqué, d'accord, une centaine de morts. Voilà. Le journaliste là qui fait l'interview, et il y a des gens qui se plaignent. Et c'est une information qui date de un mois. Vous voyez, c'est la CGTN, c'est la télé chinoise, qui intervient, voilà, dans les pays. Et ça, c'est au Nigeria. Ouais. Donc, En fait, vous êtes allez- en train de soulever le fait que même si on est super armé, on n'est pas à l'abri de ce genre de situation. Oui, mais parce que les populations, Et donc, voilà, dans le ok. témoignage, les populations disent qu'on a prévenu les forces armées. Vous voyez les images? On a prévenu les forces armées. Ils n'ont pas pris au sérieux cette attaque. Voilà, ça existe au Nigeria aussi. Parce que l'autre a dit qu'au Mali, le Mali était un cas d'espèce unique. Mais voilà, ça existe au Nigeria aussi. Et je ne suis pas en train de défendre, hein, parce que, attention, et je suis entièrement d'accord avec ceux qui ont eu à prévenir et que l'armée n'a pas pris ces dispositions. Parce que je suis entièrement d'accord. C'est une faille. Et c'est une faille à régler. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal. C'est une faille. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé aussi de l'effectif au niveau des soldats maliens. Je suis à 100% d'accord. Pour un territoire qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés, l'effectif qui est là, il est peu. Il faut former, il faut trouver une solution parce que le territoire malien est vaste. Mais dire que ça n'a pas existé dans d'autres pays comme le Nigeria, je viens de vous montrer la preuve à l'instant. Et la preuve est accessible à tout le monde, Monsieur Obosso, parce que vous aviez dit sur votre média, on parle avec des éléments de preuve. Merci. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, moi, j'ai creusé, j'ai réussi à trouver quelque chose de récent, hein, qui remonte à peu près à un mois, qui corrobore avec ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'apparais à 23 morts. Il y en a encore d'autres qui apparaissent à 150 morts d'après 100 morts d'après ce que vous dites. On va Oui, continuer vous de creuser. tapez, Et Monsieur franchement, Obosso, ça vous devient tapez. de plus en plus atroce. Hein, Monsieur ce qui est Obosso. en train de se passer. Oui. Monsieur Obosso, vous tapez Kuala, État fédéral Kuala, Nigeria, 3 février 2026. Vous allez voir, s'il y a d'autres qui parlent de 170 morts, d'autres parlent de 200 morts.
Kuala. Vous tapez Kuala. Tout le monde, Kwala. État fédéral de Kuala au Nigeria. Et vous verrez. Ah, c'est terrible, hein, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Et là, on est d'accord, c'est pour faire asseoir la thèse que, quelle que soit la superpuissance que vous êtes, on n'est pas à l'abri d'une petite faille et ça peut exister. Donc, voilà, ce qui arrive au Mali peut arriver à tout le monde. Arrêtez de paniquer. En gros, même M. Dexter, il a dit, hein, M. Dexter a soutenu qu'on peut être surpris. Il a parlé des guerres asymétriques. Ah oui. Ne déformez pas mes propos, j'attends mon temps de parole. Ah bon, ok. Vous avez pas dit ça, monsieur Dexter? C'est bon. Ne vous en faites pas. Vous voyez comment je suis tranquille. Je suis zen. Je vais vous déconstruire au calme. Il n'y a pas de souci. J'adore ce type de débat. Ce que j'apprécie dans ce type de débat. J'attends que ça. C'est le respect que vous prononcez. Et moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup pour le jeu de cet échange. Allez, docteur, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Vous avez déjà ouvert votre ordinateur, c'est ça? Ok. Oh, Adoup, c'est pas qui là. Ferme d'abord ton micro. Tu viens de monter. Ferme d'abord ton micro. On va d'abord apporter des éclaircissements par rapport. Il y avait Monsieur Boubou avant vous. Hein. Il y avait Monsieur Boubou avant vous. Ah, mais ça devrait être moi. Oui, mais là c'est à vous. Allez-y. Vous allez le faire, mais après c'est Monsieur Boubou, normalement. Là, c'est moi. Allez-y. Ok, y a pas de souci. Effectivement, c'est même Monsieur Boubou a vu bien qu'avant que lui ne prenne la parole, mais il est très pressé. Y a pas de souci. Donc, Monsieur Obosso, c'est ça. Moi, ce que j'aime dans ton panel, c'est parler avec. Tout à l'heure, j'ai même pas pris une fois la parole. Hein. Tout le monde a parlé. Vous parlerez juste après, Monsieur Boubou. Toutes mes excuses. Vous parlerez juste après. Oui, Boubou. Bonjour. Tu vas parler, s'il te plaît, un instant. Ok, y a pas de souci. Merci. Ok. Parler avec des preuves, c'est ça qui permettra de construire notre narratif et de confirmer et de confronter tous ces mensonges qui sont véhiculés sur la toile. On va parler chiffres et statistiques en même temps. Je pense que ça pourra séduire plus d'une personne. Parce que j'ai entendu un certain Black. En tout cas, pour moi, je le vois dans beaucoup de panels. Apparemment, c'est mon ennemi juré. Ou la preuve, il a prononcé mon nom alors que je n'avais même pas pris la parole. Je suis tellement, ils sont tellement obsédés par moi parce que je monte dans les panels où ils sont des modérateurs et je les déconstruis. Je leur démontre à quel point ils font de la propagande et même de l'apologie du terreau. Ça, et justement, en passant, Monsieur Obosso, je voulais vous informer qu'au Congo-Brazzaville, il y avait un Malien, un ressortissant malien. Obosso, vous devez mais c'est vraiment... ferme ton micro là, c'est quoi ça? Ferme d'abord ton micro, c'est quoi? Je voulais vous informer, Monsieur Obosso, que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et même l'extrémisme, le Congo-Brazzaville a procédé à l'arrestation d'un Malien qui a trouvé refuge au Congo-Brazzaville, précisément dans la ville Océane, c'est-à-dire Pointe-Noire, et il était en train de faire l'apologie du terrorisme à partir de Pointe-Noire sur sa page Facebook. Et justement, avec les mesures de dénonciation de la page nationale qu'on appelle Brazza News, l'alerte a été automatiquement donnée. L'alerte donnée et les autorités saisies, il a été arrêté un jour après. Il est déjà en route pour Bamako. Ce monsieur qu'on appelle Shérif Diallo là. Il a été arrêté et en route pour Bamako. C'est là-bas qu'il va expliquer comment est-ce que pour lui, c'est le JNIM qui doit gouverner le Mali. Et justement, j'ai salué la position de nos autorités de Congo-Brazzaville. Parce qu'ils sont en train de démontrer que même si la menace terroriste n'est pas une menace très imminente pour notre pays, parce que nous faisons partie des rares pays d'Afrique centrale, de la CEMAC en tout cas, qui ne font pas l'objet d'attaques terroristes, parce que si on cite le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, ils sont déjà dedans, Monsieur Obosso. Il n'y a que le Congo-Brazzaville, il n'y a que la Guinée équatoriale et même le Gabon qui aujourd'hui ne font pas objet d'une attaque imminente ou de menace imminente du terrorisme. Et justement, ces terreaux-là pensent utiliser les pays d'Afrique centrale comme base arrière, exactement comme ils en font d'habitude avec la Côte d'Ivoire où ils sont très nombreux à animer des panels pendant plus de 4 ans sans faire l'objet d'une inquiétude quelconque de la part des autorités de ces pays. Le Congo-Brazzaville en a montré l'exemple hier seulement, non avant-hier il a été arrêté. Le Congo-Brazzaville en a montré l'exemple. Quelques jours, il a été signalé il y a 4 jours maintenant, hier c'était 3 jours, donc il y a 4 jours, donc dès qu'il a été signalé, le lendemain il a été tracé et saisi, physiquement ligoté en route pour Bamako.
C'est ça. Et je pense que si les autorités des autres pays pouvaient exactement emboîter le pas, je vous assure qu'on n'allait pas avoir la recrudescence et la légitimation du terrorisme comme on est en train de le voir dans beaucoup de panels, dans beaucoup de vidéos actuellement sur Internet. Donc, en tout cas, ça, c'est un message très fort que le Congo-Brazzaville a envoyé. Et en tout cas, au-delà des clivages politiques avec le régime, nous saluons cette position-là. Parce que moi-même, je suis au Congo-Brazzaville porteur, justement, de ce flambeau de la lutte contre le terrorisme dans toutes ses formes. Une fois que ce parenthèse est ouvert et fermé, M. Obosso, on vient maintenant dans le vif du sujet. Justement, M. Ensan a raison d'évoquer la notion. Là, je vous apporte la preuve de l'étude réalisée par le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, qui évoque effectivement que les groupes islamistes, les groupes islamistes militants sont de plus en plus actifs en Afrique. Et quand vous regardez la carte africaine, rien que sur la bande sahélienne, regardez ça. Ça, c'est le nombre d'attaques qui sont perpétrées. Ça, c'est le Nigeria, qui faisant frontière avec le Tchad et bien sûr le Niger. Regardez, quels sont les acteurs du terrorisme qui sont en train de sévir actuellement dans le nord-est du Nigeria. Ce sont notamment Boko Haram, l'État islamique et Ansarou, ça aussi c'est un mouvement terreau. Ce sont eux-là qui sont en train de sévir notamment dans cette partie de l'Afrique, dans cette partie du Nigeria. Et à côté de là, il y a encore un autre groupe qui sévit cette fois-ci dans le nord-ouest. Vous voyez la coloration ici. Ça, ce sont des groupes terreau qui sont en train de perpétrer dans le nord-est, comment on appelle, du Nigeria. Et en violet ici, ça veut dire c'est le groupe terroriste, c'est le groupe terroriste qu'on appelle l'Akurawa. L'Akurawa, c'est aussi un groupe terror qui est en train de sévir au Sahel, notamment au Nigeria, et aussi dans une partie du Burkina, dans une partie du Niger aussi. Donc on pouvait le voir, c'est carrément à la frontière avec le Niger aussi. Une fois que cela est dit, vous comprenez que s'il y a une obstination et une fixette uniquement sur les pays de l'AES, c'est tout simplement parce que il y a une forme, comment dire, les gens ont décidé de fermer les yeux sur la menace qui plane déjà sur les pays de la sous-région. Ils pensent, et justement à cause de cet aveuglement, on entend beaucoup de panélistes dire que non, si l'AES a besoin d'aide de la part des pays de la CEDEAO, voilà ce qu'elle va fermer. Et pourtant, on voit que ça, c'est un pays de la CEDEAO, M. Obosso, qui fait l'objet d'attaques terroristes des plus violentes, au point où, M. Obosso, regardez, cette étude réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés a fait état en 2020. En 2020, je dis bien, état de 2,9 millions de déplacés internes au Nigeria, dans le nord-ouest, dans le nord-est. Vous voyez le nord-est ici. Ça corrobore exactement avec la fréquence des attaques terror, notamment dans cet espace ici. L'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés fait état, en raison des attaques dans le nord-ouest du Nigeria, on est à plus de 2,9 millions de déplacés internes. Ça, c'était l'étude menée en 2020. J'ai consulté les données de 2024, M. Obosso. On est passé de 2,9 millions de déplacés internes au Nigeria à 3,5 millions, M. Obosso. Et on veut nous faire croire que la menace dans les pays hors AES n'est pas si imminente que ça. Et pourtant, quand vous voyez la recrudescence des déplacés internes en raison des attaques terroristes, vous voyez que les pays de la CEDEAO sont tout aussi inquiétés. Mais ils font une fixette tout simplement pour narguer les pays de l'AES. Oublions que notamment le Bénin ont fait déjà l'objet des attaques terroristes, mais les plus cinglantes aussi. Ça, c'est déjà un argument pour déconstruire tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il y a un malhonnête qu'on appelle notamment Black, qui est venu dire par rapport au Burkina Faso. Oh non, on n'a pas vu, hein, on n'a pas vu le Burkina être tracé, hein. En tout cas, on n'a rien vu, on n'a pas vu d'évolution en tout cas. Mais regardez, je suis allé moi-même voir ce qu'on appelle l'indicateur qui a été produit par l'État burkinabé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le plan national de développement. Le plan national de développement, ce qu'on appelle le PND. 2026-2030. Regardez ce qui est écrit, M. Obosso. Ça, c'est un document qui fait état de la situation actuelle au Burkina Faso, M. Obosso. Regardez, lorsqu'on vient notamment sur le plan sécuritaire, parce que c'est cette partie qui nous intéresse un peu pour l'instant. On va aller sur le plan sécuritaire. Alors, le point est là. Je vais cliquer tout simplement. Diagnostic de la question sécuritaire. Justement, regardez ce qui est dit sur
le bilan sur, sur le point, une défense de l'intégrité territoriale. Regardez ce qui est dit. Ces résultats sont le fruit du renforcement des capacités militaires, notamment à travers l'acquisition d'équipements de surveillance et de combat, drones, aéronefs, véhicules tactiques, armement. Le renforcement de la coordination à travers la création des commandements des opérations du théâtre national qu'on appelle le COTEN, ainsi que la création de nouvelles unités combattantes. Il s'agit notamment de la création de 28 bataillons. Écoutez bien, et on est dans le jargon militaire là. Il s'agit notamment de la création de 28 bataillons d'intervention rapide. Or, monsieur Obosso, dans le jargon militaire, quand on parle d'une bataillon, on parle d'un groupement militaire qui peut aller jusqu'à plus de 1600 soldats. 1600 soldats par bataillon. Et justement, ce que je dis corrobore parce que à la page 5 de ce document, le même document donne effectivement le nombre de recrues au sein des FDS qui constituent ces bataillons, comme vous pouvez le lire ici. Parmi les excellents majeurs figure la construction et la réhabilitation des services de sécurité. Le recrutement de près de 46 000 FDS. Donc, il y a eu 46 000 FDS depuis que Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. Ce sont les 46 000 FDS qui, si vous les regroupez, si vous divisez par 1600, vous allez tomber à peu près autour de 28 bataillons. Les 28 bataillons que j'ai parlé tout à l'heure. Et justement, dans le cadre du renforcement des capacités de sécurité, il y a non seulement les 46 000 bataillons qui ont été créés, en plus des bataillons existantes, il y a eu près de 85, actuellement au moment où nous parlons, il y a 85 731 volontaires, ce qu'on appelle les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, qui sont repartis dans plus de 90% du territoire burkinabé. Ça, ce sont des réformes sécuritaires qui sont apportées notamment au Burkina. Donc, si ce monsieur qu'on appelle Black veut savoir les prouesses en matière d'engagement et surtout pour ce qui est du PIB, le PIB actuellement en matière de dépenses militaires au Burkina Faso avoisine déjà les 28%. On parle du Mali, 28%. Monsieur. Ça veut dire que oui, non, on parle de l'AES. On parle de l'AES, monsieur Obosso, je pense qu'il a fait. Oui, un instant, ok, un instant, il n'y a pas de souci. Monsieur Benzo a une motion, hein. Donc essayez de chuter après monsieur Benzo. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, on se concentre sur le Mali. Ok, il n'y a pas de souci. Mais le monsieur qui a parlé tout à l'heure, Black, là, il a fait toute son analyse, il a parlé du Burkina Faso, monsieur Obosso. On n'a pas dit qu'il fallait qu'il parle uniquement du Mali. Il a parlé du Burkina Faso aussi. Et donc, c'est tout à fait légitime que je le réponde, notamment sur les amalgames qu'il a dit par rapport au Burkina Faso. D'accord. Et justement, par rapport, je reviens maintenant au Mali. Merci Ensan d'avoir éclairé notamment l'opinion par rapport à ça, parce que les gens pensent que la faiblesse d'une armée réside sur le fait que ce dernier puisse subir une attaque, notamment surtout quand cette attaque est d'origine asymétrique. Non, la force d'une armée, les attaques asymétriques ne sont pas l'indicateur de la faiblesse ou de la force d'une armée. Par contre, la force d'une armée se mesure sur la capacité de riposte de cette même armée une fois que l'attaque a été subie. La capacité de cette même armée à regagner du terrain, la capacité à faire en sorte que les assaillants quittent leur position qu'ils ont trouvée avantageuse pour se trouver dans une situation désavantageuse et ils se retrouvent notamment en débandade et afin que l'armée puisse procéder à ce qu'on appelle le ratissage. Est-ce que l'armée malienne a subi une attaque terroriste spontanée sur un plan et sur un front étiré de 2000 km? On parle de 2000 km parce que quitter de Kidal jusqu'à Kati, ça tourne autour de 2000 km de front étiré. Est-ce que l'attaque a eu lieu? Oui. Est-ce qu'il y a eu riposte de l'armée? Oui. Est-ce que l'ennemi a été traité au point où ce dernier a perdu ses positions avantageuses au point de se replier? Oui. À partir de ce moment, on va dire donc de l'armée malienne que l'armée malienne est puissante. Mais justement, les faiblesses, à partir du moment où il y a eu attaque, les attaques révèlent tout simplement les points de vulnérabilité d'une armée. Mais ça n'en fait pas pour autant une armée faible. C'est ça que les gens qui veulent se faire passer pour des analyses veulent vous faire cacher. Et justement, pour corroborer mes propos, regardez l'événement qui s'est passé récemment à Crocus, en plein Moscou, où il y a eu plus de 156 personnes tuées dans un complexe par des terreaux super armés. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
Les terreaux ont-ils été attrapés? Oui. Les terreaux, comment dire, l'attaque, l'armée russe a-t-elle pris le dessus sur les assaillants? Oui. On va dire que donc à ce moment, l'armée russe a été puissante. Pareil aussi pour les États-Unis, avec les attaques du 11 septembre. Est-ce qu'il y a eu des attaques? Oui. Est-ce qu'on va dire des États-Unis que c'est une armée faible? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont attrapé ce qu'il fallait attraper et ils ont mené des politiques de représailles. C'est ça, c'est sur base de ça qu'on va dire d'une armée qu'elle est réellement puissante. Monsieur et donc, Obosso, à partir de ce moment, oui, attends. À partir de ce moment, monsieur Obosso, vous comprenez que la situation qui s'est passée au Mali, je ne vois pas une armée au sein de la CEDEAO, au sein de l'Afrique centrale, qui pouvait faire face à une attaque aussi monstrueuse. On parle de 12 000 soldats, 12 000 terreaux, super armés. C'est l'équivalent de l'ensemble des bataillons que constituait le Burkina Faso avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Donc, en une seule fois, vous avez autant de personnel militaire qui se dirige vers vous. Il faut avoir les reins solides pour en faire face. Pour l'instant, je ferme le micro par là et, pour chuter et dire que celui qui a dit, parce que c'est le message qui a été véhiculé par rapport à l'armée pour compléter ENSA. Il n'y a pas que le journaliste que tu as cité là. Non, M. Ndiang, parce qu'ils peuvent contester la source de M. Ndiang là. Ils peuvent contester. Écoutez le discours d'Assimi Goïta lui-même, son discours d'il y a quelques jours, où il a remercié la FUAES pour ce qu'on appelle, d'après ses mots, pour la synergie d'action. Regardez ce qu'il a dit. Ça, c'est pas moi. Vous allez dire, oh non, c'est toi qui viens créer. Ça, c'est pas moi. Regardez. Il a remercié notamment les autorités. Comme vous pouvez voir ici dans le média African Initiative, vous pouvez voir ici comment le président, regardez ce qu'il dit. Il a également salué en cette circonstance la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de l'espace commun. Autrement dit, monsieur Obosso, la FUAES est intervenue au Mali. Ça, c'est le président, ce sont les mots du président Assimi Goïta. Avec quelle preuve? Monsieur, la preuve, le président en a parlé. La preuve, le président en a parlé. C'est ça la preuve déjà. C'est Jésus. C'est Allah ou c'est Jésus. Attends, je sais de quel bord tu es. Voilà pourquoi tu demandes la preuve. La preuve, je te donne, elle est là. Viens voir, la preuve est là. Le président malien a salué la qualité de la coopération stratégique avec la Russie face aux terroristes. Ça, c'est le titre de l'article que tu peux aller retrouver sur ce média. Et je t'invite d'aller sur la radio, comment dire, sur la RTM, la radio-télévision malienne, et tu vas écouter le discours d'environ 15 minutes du président Assimi Goïta, où il est en train de féliciter l'AES pour ce qu'on appelle la synergie d'action. Tu ne connais peut-être pas ce que c'est que ça veut dire la synergie d'action, mais je vais t'aider. Quand on dit action synergique ou synergie d'action, ça veut dire quoi? Il va pas la chuter. Non, là c'est trop. Là. Non. Franchement, c'est trop. Non, il faut arrêter. Là, il faut laisser. Non, en fait, vous pensez pas aux autres. Non, là c'est trop. Ok, d'accord, monsieur Obosso. Monsieur Obosso. C'est bon, on a aimé la chorale. Franchement, la musique. Coquille, pardon. Non, là c'était. Ça fait beaucoup. C'était beaucoup. Oh. Monsieur Obosso, je souhaiterais intervenir, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Il y a une femme qui est avec nous, c'est Madame Carole. On va la laisser parler. Après, ça serait Monsieur Boubou. Il est là depuis le début, hein, et il ne dit mot. Mais comme la femme est arrivée, écoutez, c'est à Madame la femme. Et après, ça sera Monsieur Benzo. Il est parti. Allez-y, Madame Carole. Benzo est venu me trouver ici. Monsieur Dexter le sait. Oui, ok. Allez-y, Madame Bonjour, Carole. Monsieur Obosso. Merci pour me laisser accéder à votre panel. Bonjour, messieurs. Bonjour, les auditeurs. Oui, Monsieur Boubou, j'ai déjà expliqué pourquoi Madame, elle va parler avant vous. Non, j'en ai pas pour longtemps, messieurs. C'est juste, je voulais juste relever un point qui m'a extrêmement choqué sur les panels TikTok.
je n'ai pas compris ce qui se passe en fait entre la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, du moins les ados-moutons et le Mali. J'ai entendu. Non, c'est très important, Monsieur Obosso. Non, mais ne nommez pas les gens c'est très important parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Non, c'est pas une raison pour les insulter. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si on je veut... ne les insulte pas, mais je trouve ça vraiment pathétique de s'en prendre à un pays qui souffre. Mais attendez, non, là vous faites... certains TikTokers c'est pas parce que vous allez forcer, sur leur panel ce n'est pas parce que vous parlerez plus fort que moi que je vais vous laisser parler. Non, bien sûr que non. Il faut attendre que chacun parle. Madame, si vous ramenez une histoire qui n'est pas passée ici, c'est pas la peine d'en parler. Réagissez uniquement sur ce qui se passe là. Je voulais continuer sur le fait que il y a certains influenceurs aussi qui ont été reçus par le président Macron. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Je sais pas, je suis pas sûre. Je vous dis que ça n'a rien à voir avec le sujet. Le sujet, c'est est-ce que le Mali est en train de gagner sa liberté ou de perdre son avenir? Mais je pense que le Mali est en train de gagner sa liberté et que l'impérialisme essaie de partir sur une guerre d'information. Viens le gagner avec nous à Bamako, je t'invite. Gracieusement payé. Plaisir. Viens. Je peux parler, s'il vous plaît? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pas la parole. Merci beaucoup, messieurs, et bonne journée. Merci, Madame Carole. Allez. Merci, Monsieur Boubou. Boubou, allez-y, c'est à vous. Lâchez-vous. Faites-vous plaisir. Monsieur Nsan est de retour parmi nous. Je sens le combat avec Monsieur Dexter. Hein. Soyez préparés, Monsieur Dexter. Parce que moi, je connais la bête. Hein. Quand il part comme ça, il revient. Après, Boubou, Monsieur Obosso, franchement, je souhaiterais, en tant que Malien concerné, pas comme ce docteur Coralis là. Dites pas ça. Il y a des gens qui sont d'accord avec ce qui est en train de se passer. Bon, je dis plus rien. Monsieur Nsan, vous êtes là, hein, donc vous pouvez réagir tout à l'heure. Monsieur Dexter, vous devez réagir aussi. Oui. Mais là, pour l'instant, ça sera Monsieur Boubou. Monsieur Boubou, lâchez-vous, Monsieur Boubou, on vous écoute. Je disais, le Mali est-il en train de gagner sa libération ou de perdre son avenir? Bon, moi, je pense que c'est pas ça qui est important. Est-ce que le Mali est en train de gagner ou de perdre? C'est pas ça qui est important. Je vais te raconter une anecdote en 2 secondes. Quand j'étais petit, je me suis battu à l'école. Et je suis rentré, mon t-shirt était déchiré, mon œil était blessé. Et mon père m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je me suis battu avec quelqu'un. Il m'a dit, t'as gagné? J'ai dit, j'ai pas répondu. Il m'a dit, tu rentres pas tant que tu vas pas te battre. Je suis sorti. Mon père, il m'a donné une de ses forces quand il m'a dit ça. Et le mec, je l'ai démarré. Bon, bref, je vais pas raconter les détails. Et à la finale, et mon père est sorti. Il a vu tout ça. Donc, l'essentiel, c'est pas de gagner ou de perdre. C'est d'aller au combat, de te défendre. On s'en fout si tu gagnes ou perds. Vous voyez? C'est ça, c'est ça, c'est ça le plus important. C'est pas le problème de perdre. Mais si tu perds en te battant, t'as donné tout ce que ton possible, et ben là, t'es méritant. C'est comme il y a par exemple, dans le modèle du sport, dans toutes sortes de sports, il y a des gens qui perdent dans le sport, dans un champion, soit dans un match de football ou des matchs de combat, des sports de combat. Il y a des gens qui perdent, mais ils y vont, ils donnent tout ce qu'ils ont. Voilà, je voulais préciser ça. Donc le Mali, on s'en fout qui perd ou qui gagne. Pour moi, ils gagnent. Pour moi, ils sont en train de gagner. C'est ma réponse. Mais c'est pas ça qui est important pour moi, c'est qu'ils font tout pour se battre. Et c'est ça que moi, je respecte. Et c'est que tout Africain devrait se battre, devrait être fier de ça, qui se battent et qui disent non aux impérialistes. Et je voulais revenir sur, t'as pas voulu que je mette la vidéo, mais chacun peut aller vérifier. Stanislav, c'est un ancien officier de l'armée américaine. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas un Russe, c'est pas un panafricain, hein, c'est un ancien officier de l'armée américaine. Il dit que il y a un complot qui est fait. Il explique ce que le Mali subit pour son or. Il explique tout simplement qu'il y a la France derrière ça, il y a les États-Unis et les larbins des États-Unis et de la France qui sont les Ukrainiens, qui sont des instructeurs de ces terreaux-là. Donc, le Mali subit une agression par plusieurs puissances et que le Mali, il explique que c'est super bien battu et en invitant les Russes
chez elle, le Mali a pu développer son armée, etc., etc. Je vous invite à regarder sa vidéo. Il explique aussi que le Mali a 8 grandes mines d'or, et le Mali fait partie dans le monde entier, le pays, un des pays du monde entier où il y a le plus d'or, et que la France veut remettre sa main dedans, tout simplement. Donc il explique beaucoup de détails. C'est un ancien officier américain. C'est pas un panafricain comme j'ai dit. C'est pas un russe. C'est un américain blanc. Voilà, sa vidéo elle est là. Donc, mais moi en fait j'avais pas besoin de lui pour savoir ça. On le sait déjà quoi. Des petits cons en mobilette, c'est pas ça qui peut faire tant de dégâts. C'est pas ça qui peut faire tant de dégâts, des petits cons en mobilette, quoi. À la base, c'est ça, hein. C'était ça à la base, hein. Et ces petits cons en mobilette, on leur a donné des drones kamikazes, ils ont du renseignement, etc., etc. C'est un peu comme la Russie, hein, la guerre que la Russie mène à l'Ukraine, hein. S'il n'y avait pas les proxys occidentaux, l'Ukraine serait déjà tombée. Vous le savez très bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais plus quoi trop dire, mais en tout cas, force au Mali. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le Nigeria a subi aussi pareil. On n'en parle jamais, mais on veut s'attaquer au Mali. Je sais pas pourquoi. En fait, je parle des moutons qui veulent toujours s'attaquer au Mali. Voilà, ils ont échoué. Moi, je comprends pas. Et même s'ils avaient échoué, je vais même dans votre sens. Et même s'ils avaient échoué, est-ce que ça montre, est-ce que ça démontre, est-ce que ça, même s'ils avaient échoué, est-ce que ça montre que le Mali, c'est eux qui ont cherché les problèmes? Assimi, il a trouvé les problèmes, ils étaient déjà là. Le terreau, c'est pas Assimi qui a ramené le terreau. Moi, je comprends pas, moi. Ça veut dire, c'est comme si moi, je frappe quelqu'un, la personne fait tout pour se défendre, mais moi, j'arrive à le frapper bien quand même et il peut plus se défendre. Il n'arrive pas à se défendre. Je passe au tribunal, la police vient me chercher, je passe au tribunal et le juge me dit non, mais c'est sa faute à lui parce que il a échoué. Il a même pas pu se défendre, il a échoué. Donc toi, c'est pas toi le problème. Finalement, c'est la victime le problème parce qu'il a pas pu se défendre, il a échoué. Mais non, c'est le monde à l'envers. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est la victime qui est victime d'une agression qui devient le bourreau. Et le bourreau, pire encore, le bourreau, on l'acclame. Parce que j'entends des Africains dire « Oh, mais si la France n'était pas là, nanana, ça aurait été pire. » Alors que c'est la France qui a ramené à la base tous ces problèmes. Comme le général américain le dit, c'est la France qui a ramené le terreau, là, avec la guerre en Libye. Je vais pas refaire tout le processus. C'est la France la source du problème. Avec d'autres complicités, les Américains, etc., qui financent ces terreaux à coût de millions de dollars, qui financent ces terreaux-là. Parce que ces terreaux, ils les prennent d'où, les kamikazes? Moi, au Bosso, si je te dis, vas-y, demain, je te donne, au Bosso, regarde, si demain, je te dis... Vous prévoyez de vous arrêter un moment ou est-ce que c'est sans fin? Parce qu'il faut... franchement, il y a du monde, hein. monsieur Obosso, Je chute. D'accord. Si au Bosso, je te donne un exemple, si au Bosso, je te dis, je te donne 48 heures, sans l'aide de personne, si Bosso, tu arrives à me construire un drone kamikaze, je te donne 1 milliard d'euros. Si tu arrives à me construire 1 milliard d'euros, est-ce que tu vas arriver au Bosso à construire 1 milliard d'euros? Alors comment les terroristes, ils arrivent à faire cette technologie-là? Il y a des appareils pour ça, ils n'ont pas d'industrie militaire, ces gens-là. Qui finance ces gens-là? Ok? C'est comme Boko Haram, on le sait. Qui finance Boko Haram? C'est qui? On sait, bon voilà, j'ai fini, il y a des grandes puissances derrière, voilà. Force au Mali, moi je suis là avant. Moi je suis avec les Noirs. Je suis avec les Noirs qui sont victimes d'injustice. Je suis pas avec les Noirs qui sont complices des Occidentaux, qui pensent qu'à leur gueule. Je suis avec les Noirs victimes de tous ces impérialistes-là. Voilà. Comme a subi mon pays, comme a subi beaucoup de pays africains, moi je suis avec les guerriers. Je suis avec les Cheyennes, je suis avec les Sioux, tous ces Indiens d'Amérique qui ont souffert de ces impérialistes-là, qui ont été massacrés. Moi,
Je suis avec ces Indiens d'Amérique qui ont lutté contre les colons. Je suis pas avec ces chiens des cow-boys là, des cow-boys je suis pas de ceux qui vont dire ah mais les Indiens ils sont nuls, ils ont échoué, ils sont fait massacrer, ils ont pas pu se défendre. Il faut être débile mental pour parler comme ça. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Monsieur Doudou. On va laisser. C'était à qui le tour? Adou, moi. Monsieur Adou, allez-y, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Alors, si vous me voyez un petit peu comme ça, je vous relance, c'est parce qu'au bout d'un moment, c'est lent. Il faut penser à ceux qui sont là. Hein, c'est l'interactivité, c'est bien. C'est même mieux. Vous faites 2, 3, 4 minutes, gros max, et ensuite vous donnez la possibilité à tout le monde de réagir. Donc, n'attendez pas que Monsieur Bosso, vous devriez mettre l'accent sur ça bien avant que je ne prenne la parole. C'est ce que j'ai fait. J'ai même mis un chrono à un moment et ensuite je l'ai retiré. Vous étiez pas là. Je vais m'énoncer sur certains points. Déjà, bonjour. Merci Dexter pour ta lucidité et ton impartialité en tant qu'analyste. Moi, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur le sujet. Le Mali est-il en train de gagner sa liberté ou de perdre son avenir? En tant que Malien, 33 ans, je dirais non. On est en train de le perdre. Le grand frère qui était en haut, c'est Job El Pacifico. On l'a vu, on l'a adulé, enfant, étant, etc. Il a eu à souligner certains points. En 2012, on n'avait pas ceci, on était attaqué. Mais, Monsieur Obosso, posons-nous les vraies questions. En 2012, si on a été attaqué, c'est parce que la chaîne de commandement de l'armée a été brisée par un coup d'État. Et puis, de surcroît, un coup d'État sur un président qui allait s'en aller. Personne sur ce panel. Je défie quiconque d'aller chercher 10 attentats qui ont coûté la vie à 100 militaires sous le règne de Amadou Toumani Touré. Il n'y en a pas. 10 attentats majeurs qui ont coûté 100 vies. Il n'y en a pas. Mais c'est parce qu'il y a eu coup d'État, chose qu'on ne cesse de rappeler aux gens. On est convenu sur quelque chose, allons à la fin. Respectons le processus constitutionnel qu'on a mis à place. Respectons nos valeurs, nos traditions, la vérité. Mais les gars sont émotifs. Les gars veulent crier, mettre en place des chorales pour venir crier sans preuve factuelle. Et de surcroît, c'est des gens qui sont même pas dans le pays. Le grand frère encore a dit qu'il a bossé aux Nations Unies. Merci. J'ai bossé à la MINUSMA. J'ai bossé à OCHA, Bureau des Nations Unies. Et je vais vous relater certains faits.